Le médiateur de la République, Ngolo Coulibaly, était au palais présidentiel. Aujourd'hui, il est allé remettre au chef de l'État son rapport annuel d'activité. Ce rapport fait cas de 151 requêtes et 622 dossiers enregistrés. Le président de la République se rend à Bouna demain pour exprimer sa compassion et son soutien aux populations après les affrontements intercommunautaires. Avant l'arrivée du chef de l'État, quelle est l'ambiance à Bouna? La région, nous le verrons, se prépare dans la ferveur. L'opération de rapatriement volontaire des Ivoiriens vivant à l'étranger a débuté. Après le Gabon, les Ivoiriens vivant en Angola regagnent leur pays au nombre de 161. Leur retour en Côte d'Ivoire a été rendu possible hier grâce au gouvernement ivoirien qui leur a prêté un vol. La dépouille du chanteur Papa Wemba, décédé dimanche à Abidjan, est arrivée hier à Kinshasa. Des milliers de personnes se sont déplacées pour accueillir le corps du roi de la rumba congolaise. La délégation ivoirienne était dans le convoi. Elle a été reçue par le Premier ministre congolais. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le médiateur de la République, Ngolo Coulibaly, je le disais, était au palais présidentiel. Aujourd'hui, il est allé remettre au chef de l'État le rapport annuel d'activité de l'institution qu'il dirige. Ce rapport fait cas de 151 requêtes et 622 dossiers enregistrés sur la période 2007-2010 et 2011-2015. Des réformes sont annoncées pour redynamiser la médiature de la République, nous explique Jérôme Kofi Aboulin. Le document du médiateur de la République remis au président Alassane Ouattara ce vendredi prend en compte les périodes de 2007 à 2010 et 2011 à 2015, ce qui signifie qu'il s'agit bien de deux rapports. Dans son discours de présentation des activités ayant fait l'objet de ces rapports, le médiateur de la République a rappelé le rôle combien important de cette institution dans le règlement des litiges ou conflits. Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Il a pour rôle de régler par la médiation les différents litiges dont il est saisi par requête. Il a également pour rôle d'aider au renforcement de la cohésion sociale pour le règlement des conflits entre communautés urbaines ou villageoises. Ce rôle important dévolu à l'organe de médiation vise à assurer l'équilibre social et le renforcement de la paix. Il ne pourrait s'exercer efficacement sans les instruments juridiques nécessaires, notamment le décret d'application de la loi organique longtemps attendue. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit heureux de recevoir ces rapports. Il a félicité le médiateur de la République et les membres de son équipe pour le travail abattu. Votre contribution est importante pour la paix et la cohésion sociale, bien sûr dans notre pays, mais également au niveau du continent africain. Vous avez été président de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA pendant plusieurs années. Et ce mandat n'a pris fin qu'en janvier dernier. Et vous êtes premier vice-président de l'association des ombudsman et des médiateurs africains de l'Union africaine. Je voudrais donc vous remercier pour votre contribution, aussi bien pour notre pays que pour le continent. Les efforts importants sont entrepris pour redynamiser votre institution, la réorganiser aussi. Et j'ai reçu vos propositions et je vous donne mon accord pour les propositions qui ont été faites et les décisions donc, qui s'ensuivent, bien sûr, doivent être appliquées. L'articulation des rapports présentés comprend deux parties. D'abord, les observations générales et ensuite, les spécificités en ce qui concerne le rapport de l'année 2015. Il en ressort que 181 requêtes ont été reçues entre 2007 et 2010 et 622 dossiers enregistrés de 2011 à 2015. Et je l'annonçais à l'instant, le président de la République se rend à Bouna demain pour exprimer sa compassion et son soutien aux populations après les affrontements intercommunautaires. Avant l'arrivée du chef de l'État, quelle est l'ambiance à Bouna? La région se prépare dans la ferveur, nous le verrons. La paix s'installe progressivement. L'heure est au pardon mutuel. Toutes les communautés affichent leur volonté de vivre ensemble. L'explication avec Eugène Atoubé. À un jet de pierre de la résidence du préfet de Bouna au quartier résidentiel, le camp des déplacés, victimes des violences ayant opposé la communauté Kolongo et Lobi dans cette partie de la région du Bunkani.
Des éleveurs Peuls essentiellement, obligés de se sédentariser là, en cet endroit, contraints à un nouveau mode de vie qu'ils ne s'étaient sans doute jamais imaginé. Ils sont beaucoup abattus, hein. Ça il faut le reconnaître, parce que quelqu'un qui était dans son coin et puis du coup, il se retrouve en ville alors que ce ne sont pas des gens qui sont habitués à la ville. Donc leur déplacement déjà pose problème, ce qui fait que ils ont du mal à se retrouver ici. Nous, souvent les peuples, on travaille à la brousse. Dans la ville, elle ne peut pas nous ranger. Tous les animaux sont dans la brousse. Sinon, on demande le pardon. Si vous pouvez trouver les solutions pour nous faire la sortie, aller dans le campement, village, on reste là avec les animaux, là que nous rangent. Le calme revenu à Bouna et dans les contrées qui ont été le théâtre de violence, la vie suit son cours normal. Les populations s'interrogent encore sur les causes réelles de cet affrontement armé entre les communautés Lobie-Koulango, lesquelles ont toujours vécu dans une parfaite symbiose depuis l'histoire du peuplement de l'actuelle région du Bunkani. Tout le monde s'accorde pour dire que l'essentiel, au-delà des meurtrissures, ressentiments et angoisses, c'est de tirer de cette parenthèse douloureuse la sagesse nécessaire pour l'établissement de nouveaux contrats sociaux. C'est une crise qui est arrivée, elle doit prendre fin, qu'on accepte le pardon mutuel. Il appelle toutes les autres communautés à jouer bas la terre, à laisser tomber, pour qu'on revive comme vivaient nos papas, nos ancêtres. L'héritage qu'ils nous ont laissé, on doit la préserver. Que celui qui a fauté reconnaisse que j'ai fauté, qu'il demande pardon, et quand même que justice soit faite, et aussi qu'il y ait réparation. Ça, c'est la chose qui puisse rassembler de façon définitive nos populations. Mais pour l'heure, nous sommes condamnés à nous mettre ensemble pour d'abord retrouver la calmie, la paix, et le reste se fera après. À Bouna, on veut croire en la grande capacité de règlement de conflits des leaders des communautés Koulango et Lobi, avec ce regard particulier sur leurs élus et cadres respectifs, dont l'implication totale et sincère est fortement attendue. C'est le rêve que partagent fonctionnaires, agents de l'État, opérateurs économiques et les autres communautés au nom de la cohésion sociale et la paix dans la région du Bunkani. Pendant que se dessine le schéma du règlement total et définitif de ce conflit, les déplacés, eux, bénéficient sur les sites d'accueil de l'assistance du gouvernement et des organisations humanitaires. Mais quand vont-ils regagner leur lieu de vie d'avant-conflit? Ils s'interrogent toujours. Et le calme est revenu à Bouna, mais les activités économiques ont du mal à décoller. Les récents événements ont fragilisé ces activités à Bouna, nous dit Eugène Atoubé. Nous sommes au grand marché de Bouna. Depuis le récent conflit intercommunautaire qui a ébranlé la ville, l'activité économique est au ralenti. Depuis la crise, là, le marché maintenant s'est divisé en deux. On comprend. Maintenant, le marché là, ça ne marche pas. On vient le matin, le soir, on ramasse. Avant là, je peux faire 100 000 ou bien 115 000 francs même par jour, en détail. Mais aujourd'hui, là, si j'ai gagné 5 000 ou bien 7 500. Bon, avec la recette, bon, ça varie. Partait à 2 millions et quelques 2 millions 5, bon, maintenant ça baissait totalement. Même pour arriver à 1 million et quelques millions, c'est un problème. Si le grand marché va mal, c'est aussi parce qu'il est désormais peu fréquenté par les populations lobby. Elles sont venues s'installer sur ce site situé au quartier d'Oropo 2. Une délocalisation qui ne leur profite pas encore. En tout cas, ici, ça ne marche pas, ça marche pas comme là-bas aussi. Mais c'est un peu. Là-bas, tu vendais combien par jour? Souvent 20 000. S'il y a marché les jours, peut-être tu veux vendre 50 000 comme ça. Ou bien 25 000 comme ça. Mais ce n'est pas tous les jours que tu veux vendre comme ça aussi. À la vérité, aujourd'hui à Bouna, que l'on soit Lobi, Koulango ou Peul, cette situation ne profite à personne. Surtout dans un contexte où l'activité économique reste fortement dominée par l'informel. Et c'est pourquoi, dans leur ensemble, les populations placent un grand espoir en la venue prochaine du président de la République, Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à tout faire pour que nous serons ensemble. Si on sera ensemble, c'est trop bon. Ça nous arrange nous tous. Mais diviser là, c'est pas bon. Après le passage du chef de l'État, que ces populations-là se disent que notre père à tous, celui-là même qui est le leader au niveau de la tête du pays est passé, il nous appartient de baisser les rancœurs et de travailler main dans la main pour permettre à notre région d'avoir un bon développement. Le problème de Bouna, ce n'est pas une petite affaire. C'est lui seul qui peut régler le problème de Bouna.
Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc très attendu ici à Bouna, le seul capable de sceller un mariage de raison entre toutes les populations vivant dans cette belle ville historique et touristique. Reportage réalisé pour vous par Mahamadou Traoré et Alvar Assa. Les populations à Bouna sont donc mobilisées pour cette visite du chef de l'État. Les cadres du Boukani sont à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Chers parents du Boukani, Bouna, Doropo, Teini, Nation, demain le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vient à Bouna. Il vient à Bouna nous présenter son Yako, sa compassion. C'est une visite importante. C'est une visite qui devrait nous faire sortir tous, accueillir le président, dire que Bouna, qui sait vivre ensemble, veut continuer de vivre dans l'unité de ses fils et de ses filles. Je voudrais inciter toute la population de Boukani, en dépit des circonstances douloureuses dans lesquelles nous nous retrouvons, à pouvoir faire un effort de dépassement et à sortir nombreux, accueillir le président de la République qui vient certainement nous apporter des solutions idoines pour un retour à la paix. Partout où le chef de l'État passe, il apporte la paix, le bonheur. Nous demandons à toute la population de Boukani de sortir massivement pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. Comme on le dit dans notre premier slogan, à nos solutions, il viendra, il va trouver la solution pour Bouna, il va venir avec la paix à Bouna. Je voudrais leur demander de sortir comme un seul homme, se mobiliser pour dire au président de la République que son projet de société qui est fondé sur le vivre ensemble est désormais une réalité à Bouna. Et que les incompréhensions qui, à un moment donné, les avaient divisés sont derrière nous. Nous avons en ligne notre reporter Eugène Atoubé qui suit pour RTI1 les préparatifs de cette visite du chef de l'État à Boukani. Bonsoir Eugène Atoubé. Alors, le chef de l'État arrive demain dans le Boukani. Dites-nous comment les populations perçoivent-elles cette visite du chef de l'État. C'est exact, Marie-Laure. Les populations dans le Boukani sont déjà mobilisées. Oui, Marie-Laure, je t'entends, Marie-Laure. Je t'entends, Marie-Laure. Tu m'entends? Oui, je vous entends parfaitement. Allez-y, Eugène Atoubé. Allô? Je vous entends. Voilà, je disais tantôt que ici, dans le Boukani, les populations sont très mobilisées pour accueillir le président Alassane Ouattara qui vient leur rendre visite à la suite des événements douloureux qui ont secoué cette région. Et à partir de Nation jusqu'à Bouna, jusqu'à Doropo et dans toute cette région du Boukani, c'est la mobilisation totale. Les populations ici savent que quand le président de la République arrive dans une contrée, bien sûr, elle tire des bénéfices. Et demain samedi, ce sera encore l'occasion. C'est aussi l'occasion pour ces populations de démontrer que malgré les heurts qui se sont produits entre la communauté Lobi et Koulango, ce n'est pas pour autant que la cohésion sociale est brisée définitivement. Et elles vont le démontrer demain au président de la République et même à la face du monde. Parce qu'à Bouna, on le sait, l'hospitalité est une tradition. Et les populations, dans tout leur ensemble, veulent démontrer cela à la face du monde et le démontrer aussi au président de la République, Marie-Laure. Alors donc, Eugène Atoubé, à la veille de cette visite du chef de l'État, est-ce qu'on peut dire que la paix est-elle effective à Bouna? Eugène Atoubé, vous m'entendez? Si la liaison est mauvaise, nous allons... Oui, de toutes les façons, nous avons rencontré la notabilité de Bouna. Nous avons vu la cour royale chez le Bouna Massa. Nous avons rencontré également le chef de la communauté Lobi et le chef des camarades, le chef des Malinqués de Bouna, qui nous ont fait comprendre que ce qui s'est passé n'est qu'une parenthèse douloureuse, à vite oubliée. Et depuis même que les événements ont pris fin, des missions de bons offices ont été menées pour que la paix et la cohésion reviennent comme par le passé. Parce qu'ici à Bouna, on le sait, rien ne peut séparer les communautés. Parce qu'elles comprennent que le vivre ensemble est justement l'idéal pour qu'elles puissent faire de Bouna une région qui émerge, une région qui va se développer. Aujourd'hui, les faits sont là.
Lobi, Koulango, Malinké et toutes les autres communautés qui vivent ici à Bouna participent activement au développement économique de cette région qui aujourd'hui est une région qui fait plaisir par ce qu'elle démontre à la face des autres localités de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas s'alarmer outre mesure. La paix n'est pas ici quelque chose qu'on ne peut pas acquérir. Je dirais même que c'est déjà fait. Maintenant, avec le président qui arrive demain, ce sera l'occasion pour les populations de Bouna de démontrer qu'elles sont unies, que ce qui s'est passé n'est qu'une parenthèse douloureuse à vite oubliée. Marie-Laure. Donc, la mobilisation est totale. Les jeunes à Toubé, les préparatifs vont bon train sur le terrain? Absolument. Absolument. J'arrive comme ça de repos. Je suis arrivé de repos il y a à peine une demi-heure. Et déjà, la mobilisation est mobilisée. Les cadres ont fait des communiqués, ont visité les populations pour leur dire que c'est une occasion inouïe de venir démontrer qu'elles sont mobilisées et que la paix est réelle. Et parce que demain, c'est l'occasion de le démontrer effectivement. Donc tout le monde est mobilisé, comme je l'ai dit, et il est clair, il est sûr que de toutes les contrées du Boukani viendront les populations pour dire bonne arrivée à M. le Président Alassane Ouattara, afin qu'elle lui témoigne encore une fois leur affection. Et surtout, démontrer que le Boukani est uni, est un et indivisible. Merci, Jeune Toubé. Je rappelle que le président de la République, vous l'avez dit, arrive demain à Bouna pour exprimer sa compassion et son soutien aux populations après les affrontements intercommunautaires. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient de s'entretenir avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Ce dernier prend part depuis mercredi à Abidjan à la 21e conférence annuelle des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et centrale. La rencontre s'est achevée aujourd'hui. Le secrétaire de l'OMD est allé faire le point des résolutions prises lors de cette conférence. C'est avec Alexis Ouedraogo que nous faisons le point. La 21e conférence annuelle des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale referme ses portes ce vendredi. Ces assises tenues sur 3 jours ont permis d'énoncer des problématiques telles que le terrorisme et la nécessité d'implémenter la gouvernance numérique dans les administrations de douane. C'est d'ailleurs pour faire le point de toutes ces résolutions arrêtées que Cunio Mikoria, secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, était ce vendredi à la primature. On a discuté de la douane numérique parce que l'utilisation de la technologie numérique est très importante pour la douane pour donner le service au secteur public et secteur privé, mais pour maintenir la célérité des opérations douanières. Nous avons décidé de mutualiser notre expérience en formation et renforcer la coopération avec d'autres organes militaires, police, et contribuer à la sécurité aux frontières. A souligné un bon point pour la Côte d'Ivoire au terme de cette conférence. Le directeur général des douanes, Issa Koulibaly, a été élu au poste de vice-président en remplacement au Camerounais Edwin Fongo. Il est le premier Ivoirien à occuper ce poste. Plus tôt en journée, Daniel Kablan-Duncan était aux côtés des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, en prélude à la tenue prochaine du groupe consultatif de Paris. La Banque mondiale, partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, dévoile sa 4e revue annuelle du portefeuille de projets dans le pays. 16 projets financés pour un montant cumulé de plus de 353 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a des attentes. Elle compte sur le soutien de la Banque mondiale pour ces projets, nous dit Francis Boifo. Lors de la dernière revue de mai 2015, la Côte d'Ivoire se classait de très loin au premier rang en Afrique avec 53%. En ce qui concerne le taux de décaissement des projets financés par la Banque mondiale. Le gouvernement espérait un taux de décaissement de 80% à la même période cette année. Hélas, seulement environ 23% de financement enregistré. Et cela s'explique. Sur les nouveaux projets, on a quelques aspects institutionnels qui empêchent que les choses fonctionnent totalement efficacement. Il y a les anciens projets qui sont déjà en cours, qui sont déjà même à une base assez mature, mais au milieu quelque part, on trouve des points de blocage, tels que encore par exemple la passation de marché, ou peut-être l'exécution du budget lui-même, ou quelques problèmes de coordination au niveau de l'unité de coordination, qui fait que ces projets n'arrivent pas à vraiment avancer à la hauteur. Situation inacceptable à laquelle il urge de trouver des solutions
dit le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan rappelle qu'au niveau de la passation des marchés publics, des efforts ont été faits. Le délai moyen des procédures allant de l'examen des dossiers d'appel d'offres à l'approbation de marché a été sensiblement réduit, passant de 320 jours à 112 jours. Mais vous savez que l'objectif fixé par le président pour les appels d'offres, c'est 88 jours maximum. La teneur de ces travaux est consignée dans une matrice de diligence, un cadre de suivi regroupant les deux parties qui seront examinés au cours de ces travaux nous aiderait donc à avancer plus rapidement. Le Premier ministre invite tous les acteurs à s'impliquer dans la réalisation des 16 projets financés par la Banque mondiale. Il salue le nouveau cadre de partenariat pays approuvé par le conseil d'administration de l'institution financière et qui couvre la période 2015 à 2019 en vue d'aider la Côte d'Ivoire à bâtir une économie compétitive et inclusive. La lutte contre le racket se renforce en Côte d'Ivoire. Un comité local de lutte vient de voir le jour dans la commune de Cocody. Le comité a été installé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il comprend 30 membres. Sa mission, faire reculer le racket sous toutes ses formes à Cocody. C'est un sujet d'Abou Sanogo. Le comité communal de lutte contre le racket de la commune de Cocody, installé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, composé de 30 membres cooptés pour représenter tous les secteurs d'activité socio-professionnelle et socio-économique de la commune, ce comité sera dirigé par le maire Mathias Ungouan. Sa mission, faire reculer ce fléau sous toutes ses formes dans cette commune. Je puis dire que je suis déjà dans la mission. Les membres du comité de lutte contre le racket s'engagent également à tout mettre en œuvre pour mériter votre confiance et celle de la commune. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, appelle à l'implication des populations locales dans la lutte contre le racket et la promotion de la bonne gouvernance. Je me suis toujours donné comme mission de faire en sorte que nous ayons un seuil de tolérance zéro sur les questions de racket. Dénoncer le racket partout. Je vous suivrai et le président de la République vous soutiendra. Nous allons sanctionner les personnes qui n'ont pas compris. Si nous ne pouvons pas offrir plus à nos populations, mais au moins ne leur retirons pas leur liberté. Les comités communaux de lutte contre le racket sont des cadres d'échange et de concertation de toutes les parties prenantes sur les questions liées à l'amélioration des indicateurs qui se rapportent à la bonne gouvernance et à la lutte contre le racket. La Côte d'Ivoire tourne la page de la crise post-électorale. Le Conseil de sécurité, vous le savez, a levé hier les dernières sanctions qui pesaient sur Abidjan. Il s'agit notamment de la levée de l'embargo sur les armes décrétées en 2004. L'ONU a annoncé également le départ définitif de sa mission, l'ONUCI, à la fin juin 2017. On retrouve Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire tourne la page de la crise post-électorale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé le jeudi 28 avril les dernières sanctions qui pesaient sur Abidjan. La résolution adoptée unanimement salue les progrès remarquables accomplis par la Côte d'Ivoire sur la voie d'une paix et d'une stabilité durable et de la prospérité économique. Tous les outils à disposition du Conseil de sécurité avaient été utilisés pour amener la stabilité dans le pays depuis 2004. Sanctions ciblées avec gel des avoirs, interdiction de voyager, embargo sur les armes et sanctions économiques. Toutes ces sanctions donc sont levées avec effet immédiat, précise la résolution. L'embargo avait été assoupli en 2012. En 2014, l'ONU avait levé un embargo datant de 2005 sur les ventes de diamants ivoiriens. L'embargo sur les armes avait partiellement été levé en 2012 pour permettre l'acquisition d'armes ou d'équipements non létals. Mais à présent, il n'y a plus de limite à l'achat d'armes pour une armée qui, selon les experts, connaît de nombreuses carences et dispose d'un matériel obsolète. Cette levée permettra d'équiper les forces armées ivoiriennes pour accomplir leur rôle régalien. La réforme du secteur de la sécurité, le vaste chantier dans le domaine de la réconciliation et de gouvernance améliorée et la démocratie renforcée sont autant de raisons qui ont favorisé cette décision. En ce qui concerne les casques bleus présents en Côte d'Ivoire depuis 2004, ils resteront encore une année supplémentaire jusqu'au 30 juin 2017. Passé cette date, ce sont les forces de sécurité ivoiriennes qui assureront la protection du pays.
Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, était face à la presse et aux associations de consommateurs. Il s'est prononcé sur des sujets d'actualité, cherté de la vie, prix de l'électricité, renouvellement du permis de conduire, transport, logement, bref. Que faut-il retenir de ces échanges? Que fait le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations? Élément de réponse avec Konepa Gassoro. Après le lancement de l'opération de vérification des instruments de mesure, moyen de lutter contre la cherté de la vie, Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, multiplie les rencontres avec différents acteurs de la société ivoirienne. C'est avec les médias que le ministre a d'abord échangé sur la question de la vie chère. La Côte d'Ivoire et Abidjan en particulier est une place chère, où nous sommes toujours classés dans les 50-60 villes les plus chères du monde. C'est un combat à mener et ça concerne l'ensemble de la compétitivité de notre économie. Après cette rencontre, le ministre du Commerce a ensuite discuté avec les associations de consommateurs et la question de la cherté de la vie a été une fois de plus le point principal des échanges. Le prix de l'électricité que nous ne supportons pas, les produits de grande consommation. Nous sommes venus lui exprimer tout simplement les mécontentements, les angoisses, les peines des Ivoiriens face à une vie chère. Jean-Louis Billon s'est voulu rassurant sur les actions à mener très prochainement pour soulager les Ivoiriens, sans oublier celles déjà menées. Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous concernés et nous allons apporter les satisfactions que nous pourrons apporter. Le ministre a indiqué en définitive que la loi sur la consommation adoptée en Conseil des ministres et qui devra être défendue à l'Assemblée nationale va donner plus de devoirs aux commerçants et plus de droits aux consommateurs. Ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'opération de rapatriement volontaire des Ivoiriens vivant à l'étranger. Après le Gabon, les Ivoiriens résidant en Angola regagnent leur pays au nombre de 161. Leur retour en Côte d'Ivoire a été rendu possible hier grâce au gouvernement qui leur a frété un vol. Ces Ivoiriens sont heureux de regagner leur pays et de participer à son essor économique. Franck Quadio. Tarmac de l'aéroport international de Luanda, des bus stationnés et des passagers qui embarquent. Ces passagers, ce sont des Ivoiriens. Ils sont 161 volontaires pour un retour au pays après des années passées en Angola. Leur demande a été entendue par l'État. Un avion spécial est affrété pour leur retour. C'était en fin de journée, le jeudi 28 avril. Plus d'une centaine d'Ivoiriens qui ont manifesté l'intention de retourner au pays, en Côte d'Ivoire. Certainement, cela est dû à la situation à laquelle nous assistons. Notre pays va mieux, il est devenu beaucoup plus attractif. Au nombre des passagers, Seiba, en Angola depuis 2002, il dit avoir souffert faute de documents administratifs. C'était trop compliqué, mais nous-mêmes, pour sortir même, c'était très difficile. Et pour travailler aussi, c'était très compliqué. Moi, j'ai fait au moins 4 à 5 mois que je ne partais pas prier à la mosquée. Des illusions partagées. Ils sont nombreux à avoir cru à l'Eldorado. L'autorité de tutelle a pu s'en rendre compte en échangeant avec eux. Des raisons donc de rentrer participer au développement du pays. À l'arrivée, accueil et dispositions pratiques, kits alimentaires et des numéraires remis au retourné par le ministre de l'intégration africaine et le représentant du ministre de la Solidarité. Joie des retrouvailles et curiosité, sentiments mêlés au moment de rentrer définitivement chez soi. Notons que 24 heures avant Luanda, plus de 400 Ivoiriens sont rentrés du Gabon, ce qui porte à 520 le total des Ivoiriens revenus volontairement au pays. La fête continue au PDCI. Le parti célèbre ses 70 ans d'existence depuis bientôt un mois. Les festivités s'achèvent demain. Une célébration sur fond d'hommage au père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, mais également aux élus du parti. Le PDCI RDA continue de célébrer ses noces de platine et cette fois à travers ses élus. Ce sont 18 gouverneurs de district et présidents de conseils régionaux, 89 députés et 61 maires qui ont été à l'honneur ce vendredi 29 avril. Une reconnaissance pour leur rôle au sein du premier parti politique de Côte d'Ivoire en présence du président Henri Konan Bédié. Nous les élus avons une responsabilité particulière. Nos aînés nous ont tracé la voie.
Cela fait 70 ans. Il nous revient de la suivre et d'être vigilants et unis, avec un esprit de fraternité à toute épreuve. Cette journée dédiée aux élus a été une occasion pour le secrétaire exécutif du PDCI RDA de donner des orientations. La modernisation du parti, la fidélisation des militants et le développement des stratégies locales sont pour Maurice Kakou Gikawe des priorités à prendre en compte pour favoriser leur victoire lors des échéances électorales à venir. Le parti septuagénaire a également prévu de décorer ses élus dans leurs circonscriptions électorales respectives et ce, en présence de leurs militants. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un télégramme au président djiboutien pour le féliciter après sa réélection à la magistrature suprême de son pays, le Djibouti. La dépouille du chanteur Papa Wemba, décédé dimanche à Abidjan, est arrivée hier à Kinshasa. Des milliers de personnes se sont déplacées pour accueillir le roi de la rumba congolaise. La délégation ivoirienne constituée du ministre de la Culture était dans le convoi qui accompagnait Papa Wemba à Kinshasa. Cette délégation a été reçue par le Premier ministre congolais. C'est un reportage de Serge Kolia. La délégation ivoirienne à Kinshasa comprenait les ministres Maurice Kwaku-Bandaman et Mariatou Kone, ainsi que Salif Traoré, alias Assalfo, commissaire général du FEMUA, le Festival de musique urbaine d'Anoumambo. La délégation ivoirienne a échangé avec le ministre des Arts et de la Culture du Congo, Esdras Kambale. Nous avons accueilli les corps dans la dignité. Lundi, on fera la levée du corps officiel. Et ce lundi-là sera consacré à toute la population, à tous les fans. Il y aura, si vous voulez, des hommages des officiels. Et après, on l'accompagnera à sa dernière demeure. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays ami de longue date. Et cet événement soude encore nos relations. Nous sommes venus aujourd'hui accompagner Papa Wemba sur sa terre natale, tout en espérant que les obsèques vont bien se passer et que nous aurons le temps de revenir pour lui dire adieu et le conduire à sa dernière demeure. Le ministre de la Culture et de la Francophonie et sa délégation ont ensuite rencontré le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Mataya Ponyo. Nous sommes venus porter des messages du Premier ministre Daniel Kablan-Dekan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, et du président de la République Alassane Ouattara. Message portant sur la condoléance du peuple ivoirien au peuple frère du Congo. Les autorités de la RDC ont remercié le ministre Maurice Kwaku-Bandaman et les membres de sa délégation pour l'hommage rendu à Abidjan. Je rappelle, avant de nous séparer, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale communique en application des dispositions de la loi du 20 juillet 2015 portant code du travail. Le dimanche 1er mai 2016, fête du travail est déclarée jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 2 mai 2016, le lendemain de la fête du travail est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, se rend demain à Bouna pour exprimer sa compassion et son soutien aux populations après les affrontements intercommunautaires. Merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure.